Bon, ben, je vous propose de rapidement faire un logo au départ de typo. Donc, nouveau document. Ici, je masque le damier de transparence. Je vais démarrer de mon document qu'on a fait précédemment, document de départ, qui avait d'office le damier affiché et un damier doux. Ok. Je vais ici taper du texte. Donc, on va faire un logo pour une petite boîte qui s'appelle ABC. Si vous voulez taper des autres lettres, vous pouvez, mais évitez de faire un mot à rallonge, en fait. On va voir différentes manières de faire. Donc, j'agrandis le texte. Petite astuce, la touche Alt permet d'agrandir par le centre. Vous voyez la différence? Sans la touche Alt, mais avec la touche majuscule, bien entendu, pour garder les proportions. Avec la touche Alt, bien. Ça marche aussi comme ça, la transformation manuelle dans Photoshop, ceci dit en passant. Je vais modifier ici la police de caractère. Menu texte. Oui, je vais plutôt y aller par menu fenêtre, texte caractère, menu fenêtre, texte caractère. C'est vrai qu'on a ici un hyperlien qui nous permet aussi d'afficher la palette caractère en local. Mais là, je suis allé dans menu fenêtre, texte caractère. Et en ayant la ligne de base sélectionnée, je vais ici modifier la police de caractère. Ok. Je vais prendre une police assez épaisse pour faire mon logo, quoique non, ça pourrait aller. En fait, ça n'a pas d'importance. On va faire de la fausse épaisseur, on va faire du faux gras s'il faut. Ici, j'ai une police particulière, pas mal au niveau du dessin, mais au niveau des variantes, il n'y en a pas. Donc, je vais faire ce qu'on appelle du faux gras, c'est-à-dire un contour noir sur la police pour l'épaissir, éventuellement. Si vous avez une police qui a la variante bold, la variante pour faire du gras, vous l'utilisez. Donc, on va voir une manière de faire rapidement un logo typo. Il y a plein d'autres manières de faire un logo typo. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est l'occasion, hein, c'est un prétexte en fait pour voir des techniques Illustrator que vous êtes censé transférer dans d'autres situations en fait. Hein. Ok, c'est pas une recette pour faire un logo, c'est juste un exercice. Ok. Donc, la couleur qui est ici, je vais la supprimer, parce que je sais que j'ai intérêt à gérer les couleurs sur le texte via la palette aspect. Donc, je l'ai supprimé, la couleur, le fond noir qui était là sur le texte dans la palette des outils, et je vais aller dans la palette aspect. Et dans la palette aspect, je vais demander d'ajouter un nouveau fond, toujours en ayant ma ligne sélectionnée, bien sûr. Ajouter un nouveau fond. Ok. Je le mets noir, le fond. Et je peux ajouter un contour également noir et épaissir les lettres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique du faux gras. Quand vous avez du texte, mais vous le voulez en plus épais, mais il n'est pas disponible, le typographe ne l'a pas prévu, vous pouvez épaissir comme ça le caractère. Pas le faux gras de Gaïa, évidemment. C'est rigolo. Voilà. Ici, j'ai tapé faux gras typo et je tombe sur des explications sur ce qu'est le faux gras. Oui, il y a aussi faux italique. Si le texte n'existe pas en italique, il y a une option pour le pencher. L'option d'inclinaison.
On a souvent fonctionné comme ça en infographie. Plutôt que d'utiliser la police bold, ben, on enclenchait le petit B dans le logiciel pour faire du faux gras. C'était pas très conseillé. Mais voilà, si la police n'existe pas en gras, voilà la solution. Donc, le faux italique, tiens. Je ne le vois pas ici. Bien. Donc, le contour, ben, j'ai pas besoin de le faire passer sous le fond, puisqu'il a la même couleur. Il n'y a pas de problème, hein. Il peut déborder sur le fond, ça ne se voit pas. Donc, le faux gras. Et ici, on va devoir, pour être vraiment libre pour faire notre logo, je voudrais que les lettres se superposent. Je voudrais que les lettres se superposent et je vais donc devoir les séparer. En fait, je vais faire 3 objets au départ de celui-là. Avec la flèche noire, je vais déplacer ma ligne et une fois, 2 fois, voilà. Et je vais aller supprimer les lettres qu'il ne faut pas pour garder 3 objets indépendants, A, B et C. Voilà. A, B et C. Parfait. Alors bien sûr, on pouvait jouer sur l'approche de paires pour les faire rentrer les unes dans les autres, mais pour la suite de ce que je veux faire, ça n'aurait peut-être pas fonctionné aussi bien. Là, je suis vraiment libre de les agrandir, de les repositionner les unes par rapport aux autres comme je veux. Si je veux que le A soit plus grand, ce n'est pas un problème. Je prends l'outil de transformation après l'avoir sélectionné, je le fais plus grand. Voilà, donc tout est possible. Vous allez enregistrer le fichier sur le disque dur parce qu'il ne faudrait pas perdre ça dans le bon dossier d'aujourd'hui. Je vais appeler ça logo texte 01. Et alors, sur ces lettres, je vais aller mettre un contour blanc. Parce que bon, oui, c'est sympa comme logo, mais il y a mieux quand même, hein. Donc, je sélectionne les 3 caractères. Et dans la palette aspect, sur ces 3 caractères d'un coup, d'abord, il faut que je vous dise que si la palette aspect me montre quelque chose, c'est parce que les 3 objets que j'ai sélectionnés ont exactement les mêmes attributs. S'ils avaient des fonds différents, des contours différents, la palette caractères m'afficherait contour mixte, attributs mixtes, et je ne saurais pas modifier d'un coup tout. Donc ici, ça marche parce qu'ils ont exactement les mêmes contours et fonds. Je demande dans le menu de la palette aspect d'ajouter un nouveau contour. Je le mets en blanc. Je le fais passer sous l'autre contour. Et oui, je le fais passer sous l'autre contour et sous le fond. Voilà. Donc le nouveau contour blanc est sous le fond noir et le contour noir. Et je lui donne de l'épaisseur. Et là, vous avez un effet graphique intéressant pour faire des logos. Quand on est un peu à court d'idées ou quand on a un budget logo rikiki, ça peut être une solution de procéder comme ça. Vous avez chaque lettre qui fait une encoche dans l'autre. Après, libre à vous de repositionner comme il faut, en fait, hein. Voilà. On pourrait même faire passer le A derrière le B en gérant ça dans la palette des calques. Palette des calques, vous ouvrez le calque et vous avez la possibilité de gérer donc l'empilement. Voilà. Alors ici, évidemment, c'est vite fait, ça demanderait un peu de recherche graphique, de changer le caractère, etc.
Et vous travaillez un peu selon le principe de la création de logo, l'espace négatif. C'est-à-dire qu'on suggère, grâce à des petites tâches, là, actuellement, le A est suggéré uniquement grâce à quelques tâches qui apparaissent. Ok. Pour la gestion de l'empilement des objets dans la palette des calques, ça a été pas de problème? Bon, après, on va parler technique au départ de ça. Voilà. Bon, si je demande d'afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence, je vois que j'ai un contour blanc. Ben oui, quand le damier de transparence n'était pas affiché, je vois mon logo, ben, c'est les parties noires, là, c'est mon logo. Mais dès que le damier de transparence est affiché, ou dès que je vais transporter ce logo vers un autre fond, le mettre sur une photo, le mettre sur un dégradé ou quoi que ce soit, ben on va voir les contours blancs. Et en fait, il n'est pas prévu qu'ils soient visibles, en fait, les contours blancs. Et donc, on va devoir faire en sorte que les contours blancs aillent réellement creuser les autres lettres. Alors, il y a des choses compliquées à faire avec le Pathfinder, mais on ne va pas les faire. Je vais vous montrer l'astuce directement. Si vous voulez faire en sorte de ne garder que les parties noires visibles là de votre logo. Il va falloir transformer ces typos en une image pixel, simplement en allant sélectionner les objets et en allant dans le menu Objets pixelisés. Menu Objets pixelisés. Vous allez choisir une résolution élevée parce que c'est quand même important qu'il y ait de la précision ici. 300 pixels par pouce, c'est bien. Voire même au-delà, si en choisissant autre, 600 pixels par pouce. Mais bon, je vais essayer à 300, ça devrait aller. Est-ce que ce qui est actuellement transparent, je veux, dans l'image qui va être créée ici, l'image pixel, est-ce que je veux que ce qui est actuellement transparent reste transparent? Dans ce cas-là, je coche transparent. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Je pourrais dire que ce qui est transparent autour va être blanc, puisque de toute façon, le blanc, je vais le supprimer à la fin. Voilà. Et on clique sur OK. Et vous avez donc transformé vos vecteurs en une image. Quand on zoome, on voit des pixels sur le bord. Et alors, cette image, je vais la retransformer en vecteur. Donc, très bonne astuce à retenir. Parfois, dans Illustrator, quand on a des opérations complexes à faire, on a fait des manipulations, on a obtenu un résultat visuel qui nous plaît, mais c'est vraiment au niveau de la construction vectorielle complexe à gérer. Eh bien, on peut transformer les vecteurs en pixels et puis, grâce au moteur de vectorisation, les retransformer en vecteurs. C'est ce qu'on va faire ici. Ok, donc à quoi ça sert de pixeliser puis de vectoriser? Tu vas très vite comprendre en fait quand on va le faire. C'est quand on a mis au point un système de vecteurs, c'est assez complexe. On a quand même deux contours, un noir et un blanc ici, et ça me donnait un certain résultat, ben oui, que je vois là d'ailleurs. Mais c'est difficile à gérer pour la suite, et donc une manière très simple de simplifier les vecteurs, c'est de les pixeliser, et ce que je vois là, l'image pixel, je vais le vectoriser. Et donc, est-ce que Illustrator va tenir compte du contour des lettres? Ben, pas du tout, parce qu'il n'existe plus là-dedans, le contour des lettres. Oui, on voit le contour des lettres, mais techniquement, dans Illustrator, ce ne sont plus des vecteurs, ce sont des pixels. Pour Illustrator, c'est une image pixel. Et alors, je vais la vectoriser ici, en allant dans le menu Fenêtre,
vectorisation de l'image. Et dans le panneau vectorisation, je coche la case aperçu ou la case vectorisée, ça revient au même. Ok, ah, il me dit que ça risque d'être lent sur cette grande image. Oui, je veux continuer. Ok. Là, je suis en train de visualiser, affichage ici, résultat de la vectorisation, je visualise le résultat. En principe, quand je zoome, les pixels crénelés sur le bord avec différents niveaux de gris, on ne les voit plus. Ça me montre le résultat de la vectorisation. Dans la palette des calques, où est-elle? Elle est là. Dans la palette des calques, mes trois objets, d'abord ils ont été transformés en une image, et puis l'image, elle vient d'être transformée en vectorisation d'image. C'est ce qu'on appelle une vectorisation dynamique. Ça veut dire que je peux changer autant de fois que je veux les réglages dans le panneau vectorisation. Il y a toujours l'image pixel qui est là derrière, même si je ne la vois pas, sauf quand je demande affichage image source. Ok. Mais là, on a été en affichage résultat de la vectorisation. Et alors, il faut que je me débarrasse de ce fond blanc. Ben oui, c'est le but. Le but, c'est d'obtenir mes trois lettres telles qu'elles sont là, mais sans le fond blanc. Dans les paramètres avancés, je vais déployer et je vais cocher « Ignorer le blanc ». Et voilà, ça c'est mon logo. Dans les paramètres avancés de vectorisation, j'ai déployé les paramètres avancés, j'ai coché « Ignorer le blanc ». Parfait, donc j'ai mon logo tel que je le veux. Si je le mets sur une image, entre le B et le C, ce sera un trou, hein, c'est un interstice, entre le A et le B aussi. Voilà, donc c'est un logo, une couleur. Bien. Donc on avait des vecteurs complexes, on les a pixelisés, on vient de les revectoriser, mais c'est une vectorisation dynamique, on ne voit pas les vecteurs. Il faut que je finalise la vectorisation en allant dans Objet, vectorisation de l'image, décomposée. Objet, vectorisation de l'image, décomposée. Et voilà, vous avez votre logo. Il y a peut-être même un petit chouïa ici que je vais supprimer qui ne me sert à rien. D'accord? Je vous remontre. Le petit chouïa ici, oui, donc c'est donc objet, vectorisation d'image décomposée. Et donc j'ai des vrais vecteurs, c'est un groupe. On avait au départ trois objets, les trois lettres, on les a pixelisés, c'est devenu une image. On a vectorisé, c'est devenu vectorisation d'image. On vient de décomposer la vectorisation, c'est devenu un groupe qui contient des vecteurs. Voilà. Et alors, je me dis, tiens, parmi tout ça, il y a un petit chouïa que je vais aller supprimer là, une petite trace qui reste. Avec la flèche blanche, je vais cliquer sur elle. Touche suppression une fois, deux fois, elle est supprimée. Ce qui reste là, c'est un problème d'affichage. Quand je zoome, ça disparaît. Voilà, et ce résultat, vous pouvez l'enregistrer sur le disque dur. On a donc vu une méthode pour faire rapidement un logo qui a de la gueule. Évidemment, l'explication a pris 10 minutes, mais en principe, ça prend moins d'une minute pour faire ça, une ou deux minutes, allez. En se concentrant, on obtient un meilleur résultat. Évidemment, il faut tenir compte, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Quelle police j'utilise? On peut aussi ajouter à ça du graphisme. On n'a fait qu'avec de la typo, mais on aurait pu ajouter en plus une silhouette d'un objet. On va d'ailleurs pouvoir le faire éventuellement pour la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un logo qui, en une couleur, a de la gueule. Il faut absolument que vos logos puissent, en une couleur, être corrects. Ce qui ne vous empêche pas de faire des déclinaisons en couleurs, mais il faut que la version une couleur soit correcte.
Ok, la suite c'est quoi? Eh bien, je peux dupliquer la totalité. D'abord, non, je peux appliquer une couleur unie à ce logo, si je veux. Donc, je sélectionne le logo avec la flèche noire. En fait, vu qu'il est dans un groupe, ça sélectionne d'office tous les objets du groupe. Logique. Je mets la case de fond en avant-plan. Et je lui mets une couleur voilà, une couleur qui va être la couleur du logo, en fait. Ou je peux créer la couleur, bien entendu. Ok. Donc, quand on dit que le logo doit être en une couleur, c'est pas nécessairement du noir, bien entendu, hein. C'est simplement parce que si vous le mettez sur un camion ou quelque chose, ben, ça va être une impression sérigraphie. Il faut que ce soit simple. Il faut pas on va pas commencer à faire des trames, des nuances. Mais l'encre qu'on utilise au moment où on imprime le logo, peu importe, on l'a choisi. Que ce soit du noir ou autre chose, techniquement, c'est aussi difficile de le transférer sur un support, que ce soit de l'encre noire ou une autre, hein. Donc c'est pour ça que je peux choisir la couleur du logo monochrome, pas de problème. Avec toujours la flèche noire, je vais déplacer le logo en enfonçant la touche Alt et donc j'ai fait une copie du groupe. J'ai un deuxième groupe sur lequel je suis en train de travailler, ça se voit dans la palette des calques. Et je vais pouvoir, pour cette version-là, je vais pouvoir colorer comme je veux chacune des lettres si je veux. Donc je déplace, pas oui, parce que c'est une manière de faire, on peut colorer comme ça, en déplaçant du nuancier vers les lettres. Je ne suis donc pas obligé de sélectionner les vecteurs à l'avance pour les colorer, ça peut marcher. Et voilà. Et vous avez la version couleur de votre logo. On peut mettre aussi des dégradés. Les dégradés, on va en parler. Mais attention, c'est souvent de mauvais goût, en fait, hein. Il vaut mieux éviter. Ça, on tombe souvent dans le kitsch dès qu'on commence à mettre des dégradés dans les logos. Et en plus, ça complique la reproduction du logo. Donc on est bien d'accord, là on a des vecteurs. Ce ne sont plus des lettres à proprement parler, plus possible d'aller par l'outil texte, aller changer les choses. Si je demande un affichage par tracé, je vois réellement les vecteurs. Avec la flèche blanche, je peux aller cliquer sur eux. Voilà. Affichage aperçu, ok. Alors, je continue, je vais avec la flèche noire dupliquer le logo. Je peux sortir en dehors du plan de travail, c'est pas un problème. Si c'est juste une recherche graphique comme ça. Et alors, je vais pouvoir faire quelques petites fantaisies, notamment faire en sorte que la courbe du B ici soit dans le prolongement du A. Pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Je vais faire clic, majuscule, clic pour sélectionner des points. Voyons un peu si j'affiche par tracé, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Vous voyez ce que je fais? J'englobe ce point-là. Et avec la touche majuscule, j'englobe cette partie-là. Donc j'ai 3 points qui sont sélectionnés, dans mon cas. Et je vais voir, tiens, qu'est-ce qui se passe si je les monte avec les flèches au clavier. Voilà. Ok, il va falloir que j'aille retravailler les tangentes. Je clique à côté. Alors pour la manipulation des tracés, ça va, vous maîtrisez? Pas de problème? Là, avec la plume, je vais aller enlever des points. Alors c'est un boulot qui n'est pas évident ici, hein. Vous avez la plume négative, mais quand vous prenez la plume normale, que vous vous approchez d'un point, ça va également le supprimer en fait. Voilà. Bon, c'est un boulot qui demande de la concentration.
pour arriver à faire un truc correct. Parce qu'ici, on est dans les courbes pures. Ok, bon, on va dire que ça c'est bon. Et donc voilà, ma variante du logo, je suis allé manipuler les lettres et ma variante du logo ressemble à ça, à droite. La seule différence, c'est que je suis allé modifier la forme du B ici pour que ce soit dans le prolongement du A. Et encore, je n'ai pas encore trop travaillé. Il faudrait encore retravailler un peu. Donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'une fois que vous avez le résultat, vous pouvez encore le modifier. Pas de problème. Ok. Et tout le reste aussi. Bien. Dernière chose que je vais montrer ici sur ce logo, je vais à nouveau le dupliquer. Je vais tracer bêtement un rectangle qui le traverse. Et me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais en sorte que ce rectangle aille creuser les lettres qui sont en dessous. Il y a plein de manières de faire. Une manière de faire qui peut fonctionner correctement, c'est, plutôt que de commencer avec le Pathfinder, c'est de dire, tiens, ce rectangle, que je mets ici en brun, vous le voyez, cet objet doit couper tout ce qui se trouve en dessous de lui. Il doit couper tout ce qui se trouve en dessous de lui, les vecteurs qui se trouvent en dessous de lui. Et ça, c'est une fonction qui s'appelle objet tracer diviser les objets inférieurs. Donc vous connaissez peut-être le Pathfinder, mais il n'est pas sûr que cette fonction ici, vous la connaissez, elle est pourtant super intéressante. Objet tracé diviser les objets inférieurs. L'objet qui divise a disparu. Et on voit que mes objets ici qui étaient en dessous ont été coupés. Il ne faut absolument pas sélectionner les objets d'en dessous. C'est juste le rectangle qui est sélectionné. Et tout ce qui se trouve en dessous va être coupé. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Le rectangle disparaît. Si j'avais voulu qu'il reste, il aurait fallu que je fasse une copie. Donc là, on a des objets qui sont coupés. Après, j'ai pas montré. Après, il faut avoir accès aux différents objets du groupe. Et pour ça, vous avez dans Illustrator une flèche spéciale qui vous permet d'avoir accès aux objets qui font partie d'un groupe. C'est la flèche blanche plus qui se cache derrière la flèche blanche. Donc on a bien vu la différence. Flèche blanche, ça sélectionne l'entièreté de l'objet. S'il s'agit d'un groupe, ça sélectionne l'entièreté du groupe. Ça, c'est la flèche noire. Flèche noire sélectionne l'entièreté de l'objet. S'il fait partie d'un groupe, ça sélectionne tout le groupe. Flèche blanche, je clique à côté. Ça me permet d'aller bouger certains points. Bon. OK. Et on a l'autre flèche, la flèche blanche plus, qui permet d'avoir accès aux objets qui font partie d'un système, notamment un groupe. Et là, je vais pouvoir aller cliquer sur celui-là, le bouger, le supprimer même. Enfin, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. C'est vrai que ça pourrait être sympa si on essayait de le bouger comme ça, mais quoique. Donc, je le supprime. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Et voilà, j'ai un logo qui a été modifié.
C'est juste un exemple, hein, c'est pour vous montrer les différentes choses qu'on peut faire. Et donc à partir de là, vu que j'ai différents objets, je pourrais même mettre des couleurs différentes aux différents objets. Rien ne m'interdit d'aller mettre une couleur là, différente, une couleur là, différente, là, différente. Ok. Ok. Bon, je vais vous remontrer une autre utilisation de cet outil. Je vais reprendre un des logos précédents et le dupliquer. Regardez bien. Il faut que je l'éloigne quand même, parce qu'il ne faudrait pas que l'objet que je vais créer là aille couper un logo qui n'a rien à voir avec ça. Avec la plume, je vais cliquer et faire des zigzags. Tiens, je vais lui dire qu'elle n'a pas de couleur de fond parce que je ne vois rien du tout de ce que je fais. Des zigzags, c'est un objet qui passe à travers tout comme ça, voilà. Ok, je le termine en cliquant sur la flèche noire. Donc j'ai un objet ici qui est là, les zigzags. Je vais dire, tiens, tu vas diviser les objets inférieurs. Donc c'est un peu un emporte-pièce où... c'est un peu ça le principe, le principe des machines à couper les oignons, là. On a des lames multiples et on appuie, et puis on a un autre oignon qui est en... je fais un peu téléshopping là. Objet, tracé, diviser les objets inférieurs. L'objet disparaît et j'ai plein d'objets auxquels j'ai accès avec la flèche blanche plus, mais attention, il faut cliquer à côté parce que si j'ai utilisé au préalable la flèche noire, tout est sélectionné. Donc avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir aller bouger les choses éventuellement et faire un effet de cassure si je veux. Voilà. Je pourrais aussi colorer différemment les différents objets. Franchement, avec ce qu'on vient de voir là, il y a possibilité déjà de faire pas mal de choses au niveau logo. Logo ou icône d'ailleurs. Hein. Après, ça demande juste un peu de travail graphique, de réflexion. Bien, si vous voulez gérer l'empilement des objets, on peut le faire à l'ancienne. Plutôt que de jouer dans la palette des calques et de commencer à bouger chaque morceau, vous pouvez cliquer sur le morceau et dire objet, disposition, premier plan ou arrière-plan. Ok, objet, disposition. Vous l'envoyez tout en bas, tout en haut. C'est la manière ancienne de faire dans Illustrator. Et ça peut être plus facile quand on a plein de petits objets plutôt que d'aller dans la palette des calques, commencer à repérer où est l'objet. Okay. Bon, ça, c'était juste un exemple, donc. Alors oui, allez-y, hein, le temps qui reste là, vous allez le consacrer à essayer ça.
Bon, on est d'accord, c'est moche, hein, parce que pendant que je faisais l'explication, c'est difficile de se concentrer sur l'aspect graphique, hein. Donc, je tiens à préciser que ceci est moche. C'est juste une explication technique. Pour faire un truc bien, il faut se concentrer plus